C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Beaucoup de choses à dire au sujet des Bleus. La Coupe du Monde pour les Bleus démarre donc samedi et contre l'Australie. Et on se dirige peut-être vers un forfait total pour Djibril Sidibé. Djibril Sidibé souffre du genou, vers un forfait. Le sondage du soir manquerait-il aux Bleus contre Facebook de l'équipe du soir et cite l'équipe. On va parler évidemment de Sidibé, on va parler de la stratégie de Deschamps, on va parler bien sûr de Kylian Mbappé qui s'est fait une grosse frayeur sans conséquence pour lui en compagnie de tous nos invités et de notre envoyé spécial à Istra, Guillaume Dufy. Le plateau se compose du président et le président c'est le chef chaudard, Sébastien Tarrago. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien et vous ? La mèche est bien mieux. Ça va mieux, ouais. La mèche est bien mieux. Dans un entre-deux là. Il ne déclare jamais forfait, lui. C'est pas Sidibé, c'est Etienne Moati, opéré du ménisque vendredi et apte ce soir pour l'équipe du soir quelques jours après. Et on peut appeler Dédé, je peux être à Istra quand il veut. Non, sachez que c'est votre émission. Le hipster de l'équipe du soir, mi-hipster, mi-cowboy, enfin voilà, c'est un mix. Ouais. C'est Pierre Maturana, rédacteur en chef de SoFoot. Bonsoir Pierrot. Bonsoir. Le spectre de l'équipe du soir a lui aussi des genoux en carton, mais il ne déclarera jamais forfait pour l'équipe du soir. Gilles Favard, bonsoir. Comment ça va? Ça va. Il y a eu des faux culs pour qu'on regardait France 98. Oh oui. On n'était pas tout seul. On n'était pas seul. Quelques faux culs. Ouais. Regardez le visage d'Éric Blanc. Rico Blanco de la Plata. Il a vu le coup franc de Zidane marqué. Et il a retrouvé l'esprit de ses 20 ans. Bonsoir Rico Blanco. Bonsoir, mais non, j'ai regardé le match qu'il fallait voir. C'est la demi-finale du championnat du monde France All Black à Perpignan. Et les Français de moins de 20 ans sont en finale contre l'Angleterre. Fantastique. Voilà, et c'est la nouvelle génération, on bat les Blacks, ça arrive pas souvent. Non, Marc, on peut te rappeler le score de dimanche si tu veux. Samedi matin. Je parle de la nouvelle génération, mais toi tu seras plus là. 4 On souhaite la mort. Je suis pas très loin. On souhaite la mort. Je suis pas très loin. À ses copains chroniqueurs. Il a un discours de boxeur, ce Rico. 98 contre 2018. On parle de transmission entre deux générations. Dans le Parisien du jour, le champion du monde Robert Pires déclare ceci: on a provoqué quelque chose en 98. Les gens sont très nostalgiques. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une passation de pouvoir entre 98 et 2018. On leur met un peu la pression, mais ils en sont capables. Alors, objectif, donc, gagner la Coupe du Monde. Est-ce un héritage trop lourd à porter? C'est pas les seuls à le porter, en tout cas. Je crois pas à cette histoire. Enfin, ils m'ont pas tous fait leur confidence, les 23 qui sont avec Deschamps en Russie, mais j'ai pas le sentiment qu'ils soient obnubilés, qu'ils pensent à ça tous les matins en se levant ou sans se raser, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se rasent le matin, de savoir s'ils vont être champions du monde, comme l'équipe de 98. Mais en réalité, après chaque Coupe du Monde, après 98, il y a une certaine pression sur la France. Moi, en 2002, j'ai l'impression qu'il y a bien plus de pression sur l'équipe de France de 2002 que sur... Là, c'était à peu près les mêmes, en 2002 qu'en 98. D'accord, mais je trouve qu'il y a plus de pression sur cette équipe-là pour en gagner une deuxième que sur celle de 2018. Après, on a eu l'histoire de la génération 87 qui en gagné une. Est-ce que 98 a tout changé? C'est qu'en 2010, ils n'en ont pas eu, ils n'avaient pas envie de jouer. Non, mais est-ce restés dans le quart. Depuis 98, il y a un avant et un après. Ça a tout changé. Maintenant, on ne peut pas avoir une équipe de France en disant non, l'important, c'est quart de finale, c'est demi. Tout le monde va penser à ça. Non, mais si je peux me permettre, c'est pas l'héritage. Qui était né en 98 ? Il y en avait peu. Mbappé, il est né après la Coupe du Monde. Yoris, oui, il doit être de 87, 88. Il avait 10 ans. Non, mais ils avaient 10 ans, les plus jeunes. Donc c'est là où tu découvres et t'es marqué par la ferveur populaire, le rassemblement de tes parents, mais t'es pas là. Et puis t'en as d'autres qui étaient pas nés, Dembélé, Mbappé et bien d'autres. Il était très jeune, je te l'accorde, mais il était né. Non, mais 98, 17, bon. On va pas 6 mois, il était dans le berceau. On va pas aller aussi près que ça. Il y a trop d'écart, c'est pour ça. On va pas aller aussi près que ça, mais sur les conséquences de cette victoire en 98. On va revenir à la Coupe du Monde 2014. La France sort du premier tour, bascule donc dans la phase éliminatoire. Ce jour-là, 2 joueurs de l'équipe de France donc, arrivent en conférence de presse. Il s'agit de Bakary Sagna et Morgan Schneiderlin, qui sont, on va dire, les remplaçants. Écoutons-les. Pour être honnête, l'objectif principal de tous les joueurs, c'est de gagner cette Coupe du Monde. Sinon ça ne sert à rien de participer. On aspire à aller le plus loin possible. On aspire à gagner des trophées. Et pour moi, ce serait un échec de
pas gagner la coupe. Sans les Bleus 98, ces deux jeunes Bleus là auraient-ils eu ce discours-là? Oui. Mais après, franchement, globalement, c'est des phrases d'une banalité sans nom. Sauf qu'à l'époque... Sauf, c'est quand même, une banalité, c'est quand même la victoire. Mais je veux dire, mais tous les footballeurs et tous les sportifs vont vous dire bon, si c'est pas pour la gagner, l'objectif, autant rester à la maison. Bon, merci. En 82, le seule chose, c'est que non, mais il y a une 82, chose importante en revanche à dire par rapport à ça. Mais je vous parle pas de 82, mais Non, mais moi je suis branché sur l'avant et l'après 98. en 2014, quand ces deux joueurs ont prononcé ces phrases, ils se sont fait reprendre de volée par Didier Deschamps de manière sévère. C'est-à-dire que Deschamps, ça lui a pas plu du tout. Mais alors pas du tout. Mais franchement, dire ça, c'est une lapalissade. Non, mais un héritage, pour moi, il peut être lourd à porter si tu as une continuité dans les résultats. Et nous, on a quand même eu la grève en 2010. Et il y a eu une rupture d'amour entre quand même la France et son équipe. Alors, ça a peut-être rien à voir avec l'héritage des résultats, mais quand même, à un moment donné, il y a une faille qui s'est créée et il y a trop de temps qui se sont passés, et surtout des affaires, à mon avis. On va aller voir à Istra Guillaume Dufy. Guillaume, vous avez un commentaire à nous apporter sur ce débat donc, qui nous a été apporté sur un plateau par Robert Pires. Très franchement, depuis le début de la préparation, peu de joueurs sont venus naturellement sur ce sujet, sur le fait d'avoir plus ou moins de pression à cause de 98. Cet après-midi, Griezmann a répondu à une question et il a répondu cette phrase bateau si bien décrite par Sébastien tout à l'heure et commentée par Sébastien. Oui, si on dispute cette Coupe du Monde, c'est évidemment pour la gagner, sinon on reste chez nous en France ou chez lui en Espagne. Mais je ressens pas la pression de 98. Eux, j'ai vraiment la sensation qu'ils ont envie de remporter cette compétition, mais pour eux, mais pas par rapport à ce qui s'est passé en 98, il y a 20 ans. Merci Guillaume. On a débouché avec 98 sur le culte du gagnant, du vainqueur, la culture de la gagne, seule la victoire est belle. Est-ce que c'est un bon héritage ou un héritage embarrassant? Déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon constat. Non, mais si c'est un héritage, phrases comme ça. Ouais. Non, mais si votre constat est bon, c'est un bon constat. A priori, l'idée, c'est quand même d'essayer de gagner. Ça me semble logique. Si vous y allez sans avoir cet objectif-là, effectivement, pour le coup, c'est stupide. Donc, enfin, je veux dire, encore une fois... je suis désolé, mais... Non, mais à part si t'es joueur australien ou iranien ou qui vous voulez, voilà, ces 10 équipes-là, bah oui, l'objectif... Surtout ces joueurs-là qui font cette équipe de France-là. On les entendait, ces phrases-là, avant 98 ? On les entendait. Mais là, c'est loin. Avant 98, quand il y avait une... Enfin, avant 98, ouais, peut-être même avant 98. Dans l'équipe, il y avait l'annonce des 23, c'était 10 lignes. Mais le paysage a changé. Ça n'avait rien à voir. Tu n'allais même pas voir les joueurs. Je vous rappelle, entre 96 et 98... C'était dans l'équipe d'ailleurs ce matin, je crois. Il y a des phrases de Djorkaeff sur Zidane et de Zidane sur Djorkaeff qui lui répond. Mais aujourd'hui, la même chose, c'est une révolution. Parce qu'on se dit, ils se détestent, blabla. C'est une révolution. Donc tout le paysage médiatique a changé. La moindre petite phrase, ça devient une affaire. Donc ils disent plus rien, nos amis, forcément. Parce que ça va de soi. Mais tout le paysage a changé. Et ces joueurs-là, surtout, ils ont une fraîcheur. Donc c'est une équipe de France très jeune qu'on a donc sur cette Coupe du Monde. C'est parmi la plus jeune de toutes les sélections. Et quand on les voit évoluer, on n'a pas le sentiment qu'ils sont obsédés par le passé, par l'histoire du football, par l'histoire et la culture de l'équipe de France. C'est plus des repères assez immédiats, basés presque sur la Ligue des Champions, sur les grands joueurs et sur les grands clubs, etc. J'ai pas l'impression que ça les porte, ni que ça les pèse. Et puis c'est pas encombrant parce qu'ils ont quand même le patron en face. Ils ont un représentant, le capitaine, qui l'a levé. Et lui, il veut surtout pas de ça. Parce que chaque fois qu'on l'a entendu parler, Deschamps, il veut pas qu'on fasse référence à ça. Ok. Adieu Sidibé. Point d'interrogation. Information à l'équipe, Djibril Sidibé pourrait, je dis bien pourrait, être forfait pour le mondial. Le joueur ne s'est pas entraîné depuis son arrivée en Russie. Il souffre du genou, un genou douloureux donc depuis sa lésion au ménisque droit lors de la défaite de son club, avec son club Monaco contre le Paris Saint-Germain. C'était le 15 avril dernier. Monaco lui avait recommandé de se faire opérer. Deschamps l'avait quand même retenu. Faut-il charger Deschamps pour ce pari manqué? On ne va pas reprocher, mais est-ce qu'il faut charger Deschamps? Non.
Non. Non, et à Ah, partir un du petit peu moment où quand le même. joueur il fait ce choix-là, Un peu quand même. Un petit peu il a quand même. montré quand même dans les matchs qu'il a. Excusez-moi, je vais lancer, je suis désolé. Je suis, moi aussi, j'ai une rupture du ministre qui est du 2 contre 1. Pierre Mathuranin. Ouais, Pierre Mathuranin. Et oui, parce que Étienne est quasi forfait. Donc il est soutenu par Pierre Mathuranin. Face à vous, donc vous allez évidemment vous intercaler. Et c'est Étienne qui va continuer. Pierre, vous lui laissez la main, Bien sûr. Tienou Et national. mon genou aussi, il faut. Et le ministre. Étienne Moati, c'est à vous. Le premier qui fait le choix, c'est Sidibé lui-même, qui choisit donc de ne pas se faire opérer pour tenter le coup pour la Coupe du Monde, parce qu'évidemment, s'il y a opération, il n'est évidemment pas dans la liste des 23. Et la suite des opérations, pour le moment, lui donnait plutôt raison. Et tout le monde louait le fait qu'il ne se soit pas fait opérer, puisqu'il revient donc avec son club, il fait des matchs, il a un bon niveau physique et on ne voit pas de problème particulier se profiler. Didier Deschamps, c'est un de ses hommes de base donc sur le couloir droit. C'est normal qu'il lui fasse confiance à partir du moment où il est apte. Sébastien Tarago. Mais moi, je trouve que c'est l'ensemble de la liste qui permet de dire que Deschamps a pris un risque. Voilà. Et Deschamps, il nous avait habitués à ne pas prendre de risques. Varane, en 2016, il ne le prend pas, alors que c'est l'un de ses tauliers. Je ne dis pas que c'est la même chose que Sidibé, parce que Sidibé était revenu, comme vient de le dire Étienne. Mais l'ensemble de ces choix, avec Sidibé à droite, Mendy à gauche, fait que moi, je m'interroge beaucoup. Je m'interroge beaucoup, et pour le coup, c'est pas nouveau. On est globalement tous à s'interroger sur Mendy, par exemple, depuis le début. Et l'histoire d'une rechute sur Mendy, non. En revanche, d'une incapacité à être prêt, oui. L'histoire d'une incapacité à être prêt pour Sidibé, non. Mais d'une rechute, oui. Gardez un petit peu de temps, si vous voulez, Sébastien. Pierre Mathuranin. Ça reste le propre d'un pari de pouvoir être manqué, ça joue à qui tout double. Et je pense qu'honnêtement, quand Deschamps le prend, c'est qu'il a aussi des certitudes un peu sur le joueur rejoue, etc. Je suis assez d'accord avec Étienne, je pense que le premier à blâmer dans cette histoire, c'est le joueur qui n'a pas pris la bonne décision pour son corps. Et je pense vraiment que Deschamps, comme tu l'as dit, est quelqu'un qui ne prend pas trop de risques. Et que là, pour le coup, voilà. Stop, Pierre. 6 secondes et 7 Mais centièmes. un joueur veut toujours jouer une Coupe du Monde, et ça, Deschamps, il le sait. Deschamps, il a pris un risque. Il a fait un pari, il a jeté la pièce. OK. Et compte Twitter de l'équipe du soir, est-ce Sébastien qui vous a convaincu ou est-ce Pierre et Étienne? On file à Istra. Guillaume Dufy, je vous vois dans mon retour, dans mon petit téléviseur, vous allez apparaître sur l'écran. On en est où là? Parce que l'information de l'équipe est quand même à mettre au conditionnel. On en est où actuellement? Alors, vous avez dit tout à l'heure que Sidibé ne s'était pas entraîné depuis son arrivée à Istra dans la formidable campagne moscovite. Il s'est entraîné, pas collectivement, mais il s'est entraîné, on l'a vu tout à l'heure, de nos yeux vus, courir pendant un gros quart d'heure avec Umtiti. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle, et pour avoir discuté avec quelques membres du staff au singulier, il n'y avait pas d'inquiétude énorme autour du cas de Sidibé, juste une douleur ou une gêne au genou, mais on n'allait pas vers le forfait définitif. Les choses ont peut-être évolué depuis la fin de l'entraînement. Ce qui est certain, pour rejoindre ce qui a été dit en plateau tout à l'heure, moi, quand j'ai vu la liste dévoilée par Deschamps, en voyant Mendy, je suis un peu tombé de ma chaise, et j'ai été aussi surpris de voir Sidibé, même s'il a repris sa compétition, la compétition avec Monaco. Il avait un temps de jeu très limité, et Didier Deschamps est quelqu'un d'assez expérimenté, et il sait très bien que le genou, c'est le talon d'Achille de tous les joueurs de foot, et c'est très très fragile. Donc prendre deux joueurs, deux latéraux, quand on sait l'importance pour lui d'un latéral dans son système de jeu, prendre deux latéraux avec des genoux, pas en bois, mais des genoux fragiles, j'ai été vraiment très très surpris. Donc c'est aussi un peu de sa responsabilité. Gilles Favard, Éric Blanc, un commentaire. Moi j'avais un commentaire, peut-être si l'info se confirme, est-ce que ça peut tendre un peu les rapports entre le staff médical et Didier Deschamps et le patron? En l'occurrence, je ne vais pas mettre le staff médical en cause. Parce que moi, je ne comprends pas la décision de Deschamps de prendre les deux. Effectivement, comme l'a dit Sébastien, Mendy, donc, il a fait un pari en se disant les jours aidants, il va progresser. Sidibé, il le voit à Monaco. Deschamps, tout le monde sait qu'il est à Monaco tous les jours. Donc il sait mieux que quiconque dans quel état est Sidibé. Et là, je viens de le regarder attentivement courir. Il court 4 et 3, comme on dit. Il court comme ça, 4 et 3.
Et on voit qu'il a un problème de genou. Et je suis très inquiet. Un bon œil, en Non, tout mais cas. sincèrement. Ah oui, mais j'ai un meilleur œil que toi, mais c'est différent parce que j'ai joué à un autre niveau que toi. Mais je Là, te sur dis, les et images, t'as vu qu'il Et moi, jouait, j'ai été, toi, une fois du genou, moi, 8 fois du genou. Je te dis qu'il court 4 et 3. Mais bon, sur ce qui a été- sur ce qui a- Tiens l'image, ouais. 4 et 3, Voilà, ça regarde, 4 et 3, regarde son genou droit. Voilà. 4 et 3, je pense qu'il faut expliquer. Non, Ouais, mais 4 et 3, c'est un terme de footballeur, ça veut dire qu'on compense. On compense, d'accord. Voilà. Mais, Ok. Non, mais pour une fois, Oui, quand Eric. même, que Deschamps, tu l'as dit, Sébastien, fait tapis, prend des risques. Ouais. Tout le monde ici en France disait on n'a plus de latéraux. On fait revenir ceux qui étaient à la base titulaires, mais peut-être blessés. C'est un risque. Tu as une liste d'attente. Il y a des mecs qui sont en transit. Debuchy à droite. Ouais. 4 heures d'avion. C'est pas la fin du monde. Dans le règlement. Il n'a pas le droit. Attention au règlement. Oui, bon, mais bah, là, il peut le faire. Le point Non, de règlement. pas là. Ah bah attendez, le C'est point de quoi, alors règlement. ça sert à quoi la liste Non, mais Regardez, regarde. Les mecs, ils peuvent aller à Ibiza en claquette. Attendez mes petits, ça sert le à point rien. de mais attends, règlement. Rabiot, il a eu raison de dire. Sébastien tu veux Eric, pas être sur la Sébastien liste. Eric, je vais vous faire quoi une le point confidence. Je vais vous faire une confidence. Hier, avec Guillaume Dufy, donc lorsqu'on a appris que Sidibé Umtiti était incertain, on s'est dit tiens, éventuellement, en cas de forfait, s'ils sont blessés, est-ce qu'on les remplace Guillaume, vous Appelez-moi, ça ira plus vite, la prochaine m'avez dit blessure grave 24 heures avant le début de la compétition. Bah, On voilà. est bien d'accord, c'est bien ça mon C'est Guillaume. bon. Donc c'est bon. Ah oui, mais ça, c'est pas une blessure grave, là. Ah bah, Il faut aussi savoir, il faut juste savoir ce qu'est une blessure grave, la définition d'une blessure grave. Et je n'ai pas le dictionnaire de la FIFA en tête. Est-ce que c'est considéré comme une blessure grave ? J'en suis pas persuadé. C'est les conséquences d'une blessure peut-être mal soignée ou mal diagnostiquée. C'est pas. Enfin, je sais pas ce qu'est une blessure grave, donc je ne veux pas m'avancer. Guillaume, on est allé voir le règlement de la FIFA, le code médical ou aux alinéas médicaux. Un joueur de la liste définitive ne pourra être remplacé que s'il a été gravement blessé et au plus tard, donc 24 heures avant le coup d'envoi du premier match de son équipe. Match est samedi, d'accord. Les joueurs pouvant remplacer un joueur blessé ne doivent pas forcément faire partie de la liste des joueurs libérés. Donc ça peut être la liste des suppléants et les autres. De tels remplacements doivent être approuvés par écrit par la commission médicale de la FIFA. Donc là, il va falloir quand même, il y a un diagnostic qui soit envoyé. La commission médicale de la FIFA approuvera la demande si la blessure est suffisamment grave pour empêcher le joueur de participer à la compétition. La question est de savoir s'il y a un vide juridique. Ouais. non, Vous voulez me parler? Il y a un vide juridique entre on se blesse grave là à l'entraînement, Il y a un flou, en tout cas. ou alors c'est la conséquence d'une blessure il y a un mois, Non, mais c'est-à-dire en faut- avril dernier. Eric, Voilà. Eric, là, il faut l'achever à coup de batte. Ça, faut qu'il y ait un Parce entraînement que, où quelqu'un le excuse-moi, descende, quoi. Si ce règlement a un sens, c'est pas sûr, Oui. avec la FIFA. Mais c'est pas sûr. Mais c'est une rechute, ils savaient, ils ont pris un risque. C'est pas une blessure grave qui intervient, ou alors il faut aller l'opérer demain matin. Mais tu vois, faut qu'il y ait un vrai truc nouveau. Si c'est une fragilité qu'il avait déjà, logiquement, ça rentre pas dans ce cadre-là. Ils peuvent s'arranger. Est-ce que vous avez la même lecture du règlement, Guillaume Dufy? Sébastien a prononcé la phrase magique, il faut qu'il aille se faire opérer demain matin. Non, bah oui, mais Oh, on a merde. les images en plus, on a montré les images de Sidibé Ils qui s'entraînent, courait ils descendent et- avec non, 4 mais- forces. mais on- Oui, alors après comme vous avez dit fort justement, Olivier, tout est à prendre au conditionnel, mais on peut rappeler un moment d'histoire en 2010 quand Carasso, qui était le numéro 3 au poste de gardien de but, s'est blessé et le staff technique de l'équipe de France a tenté, en envoyant un dossier médical à la FIFA, de le faire remplacer officiellement par Ruffier. Ruffier est arrivé, mais Ruffier n'a pas joui de la fameuse accréditation et n'a pas pu être inscrit sur la feuille de match. C'est très complexe. Ensuite, moi, je suis pas un spécialiste des textes de la FIFA. Je ne sais pas si les bobos actuels de Sidibé rentrent dans le cas d'une blessure grave. Le troisième alinéa, la commission médicale de la FIFA approuvera la demande si la blessure est suffisamment grave pour empêcher le joueur de participer à la compétition. Sur ce texte, cet extrait, il n'y a pas forcément de date de la blessure. Non, mais c'est vrai que tout ne peut être que question d'interprétation. Après, moi, je pense que s'il y a blessure du joueur qui doit renoncer donc à faire la Coupe du Monde, que derrière,
il y a une opération qui est immédiatement programmée. Je pense que la commission médicale de la FIFA va pas faire du pointillisme pour essayer de dire à l'équipe de France, vous pouvez pas prendre un autre joueur à la place. C'est plutôt moi ça, la version que je privilégierais. Mais pour l'instant, d'après ce que je comprends, Sidibé n'est pas encore forfait. On avance vite. Voilà, pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, on le voit courir, même si d'après Gilles, il court pas de la manière dont il faudrait. Mais enfin, il est quand même en train de faire des sprints sur le bord du terrain. C'est quand même pas rien non plus. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus forfait immédiatement. Et pour revenir sur les choix qu'a fait Didier Deschamps, il a un joueur qui rejouait en compétition, qui était bon, qui était apte. Et le staff médical lui dit ça va, il n'y a pas de souci particulier. Et je ne vois pas où est l'erreur du sélectionneur de ce point de vue-là. Moi, je suis plus inquiet quand je vois les images sur Umtiti qui est derrière. Ah ouais? Parce qu'en effet... Moi, je ne sais pas si c'est le pas de doigt, le 4-3, la compensation. Mais... Parce qu'en effet... Non, mais Rico le dit comme une blague, mais par exemple, Umtiti, il est un peu blessé depuis la fin de la saison avec le Barça. Il a des problèmes au genou, lui aussi. Et il a été appelé donc, par Didier Deschamps. Je n'ai pas le souvenir que quelqu'un ait critiqué le choix de Deschamps de prendre Umtiti. Et c'est vrai qu'il peut y avoir aussi un... Ah oui, il peut y avoir aussi un risque. Non, mais il a continué à jouer. Son club n'a pas il n'a pas joué beaucoup sur la fin de saison donc avec son club. Et donc, même avec l'équipe de France, aujourd'hui, un peu de soucis. Donc, il y a forcément des risques inhérents au choix qu'il fait sur des joueurs en fin de saison. Il y a surtout du souci sur son niveau. Mais là, en l'occurrence, c'est l'autre genou dont on parle pour Umtiti. Je trouve, j'entends ce que tu dis sur Sidibé et je respecte ce que tu dis sur Deschamps, mais les deux situations sont incomparables. Tu as Leonardo Jardim qui a dit début mai, il ne jouera plus, en avril, pardon, qui a dit il ne jouera plus d'ici la fin de saison. J'ai pas vu avant la liste, parce que là, aujourd'hui, on dit ouais, quand Sidibé, il a été pris en équipe de France... Tu vas dans le mur. Je te parle pas du plateau. J'ai vu les listes des 23 qui étaient annoncées, donc que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, etc. Sidibé faisait partie des certains, et je veux dire, j'ai vu personne mettre des doutes sur le fait qu'il fallait emmener Sidibé en Coupe du Monde parce qu'il avait une blessure auparavant. Je te dis juste, parce que la cohérence est la chose la plus importante, et si ça se trouve, c'est Sidibé qui fera gagner le mondial à la France en juillet, mais donc il faut être cohérent. Moi, je dis juste qu'il a jeté la pièce, c'est une expression que j'ai dû utiliser sans doute trop, mais j'ai utilisé à peu près 45 fois depuis un mois. Mais peut-être qu'il aura raison au final. Mais moi, je trouve qu'il a jeté la pièce. Sur Umtiti, j'ai l'impression que Guillaume a levé le doigt. Je vais vous transformer en docteur Dufy. Vous allez nous raconter l'idée de la compensation, parce que c'est pas le genou qui le faisait souffrir au FC Barcelone. Ça, c'était le gauche. Maintenant, c'est le droit. C'est ça, hein? Oui, alors je ne suis pas médecin, je ne vais pas faire de la médecine de comptoir, mais quand vous êtes touché à un certain moment à un genou, souvent pour éviter de trop porter sur ce genou-là, vous compensez et vous appuyez plus sur l'autre. Alors ce serait plutôt une histoire de compensation, rien de grave, le staff médical serait un peu moins inquiet pour lui que pour Sidibé, mais la vérité aujourd'hui, c'est que 3 des 4 potentiels titulaires aux yeux de Didier Deschamps pour France-Australie ont quelques soucis de genoux. Alors je ne dis pas que Mendy a mal, mais il y a quand même une santé fragile autour de ces 3 garçons. Justement, Titi était en conférence de presse la semaine dernière. Lui, il nous avait assuré qu'il n'y avait plus forcément de problème à son genou, celui qui le faisait souffrir avec le FC Barcelone. Le gauche, écoutez-le. J'ai pas été performant durant quelques semaines, voire un mois et demi, 2 mois, et j'en suis conscient. Mais voilà, j'ai été gêné, comme je l'ai répété aussi, au genou. Mais quand on n'est pas bien physiquement, au très haut niveau, ça se ressent tout de suite. Mais j'ai fait le travail nécessaire, que ce soit à Barcelone en fin de saison ou actuellement avec l'équipe de France pour être à 100%. Bon, on ne va pas traiter Didier Deschamps de naïf. C'est pas quelqu'un qui prend des risques en général. Et là, est-ce qu'il s'est fait abuser par ses joueurs, par leur envie de disputer la Coupe du Monde? Non, mais il y a aussi le staff. Il n'y a pas que lui. Le staff médical, tu lui fais confiance, tu travailles. Enfin, tu ne peux pas te transformer non plus en gynéco, en docteur, en psychologue et tout. Non, mais je plaisante en disant ça, mais tu ne peux pas tout faire. Donc, à un moment donné, il y a des paris, il y a des mecs qui y vont. Tu peux les perdre, c'est dangereux. C'est peut-être les 500 millions qui lui font mal aux genoux. Bon, pour l'instant, Titi, il n'aurait jamais dû re-signer. Voilà. Non, pas dans sa poche. Pour l'instant, Sidibé est toujours avec les Bleus.
Bleus, mais voilà, l'information de l'équipe, il pourrait être forfait pour le mondial. Dans la liste des suppléants, nous on a tous pensé à Mathieu Debuchy, le joueur de Saint-Etienne. On l'a appelé, on l'a joint. Il était pas au courant de cette histoire. Il veut pas faire de déclaration. Et voilà, pour l'instant, il a aucun contact avec les Bleus. Voilà, un bon défenseur, Mathieu Debuchy. Il a pas mal au genou, Voilà. au moins. Non, Et même s'il a un contact, il fait bien de dire qu'il en a pas. Ok, pour le très coup. Et frayeur pour Mbappé. Qui gagne? Est-ce le président ou est-ce deux membres de son vil peuple? Sébastien, vous ramassez. 38. Moati, Ils sont deux, c'est normal. Divisé. Si Il y a tu une leçon de la divises, soirée, il ne faut pas toucher à France je 98. suis quand même en tête Deschamps. à l'issue du premier tour. Non, excusez-moi. Après une raclée, accepte-le. Excusez-moi, est-ce que le 2 contre 1 est divisible? Qu'est-ce qu'on me dit? La réponse est non. Vous Ça avez m'étonne pas, en régie, il connaît ça. frayeur pour Mbappé cet après-midi lors du deuxième entraînement collectif des Bleus à Istra. Vous allez voir cette séquence de nos camarades d'ESPN. Tacle en retard d'Adil Rami sur la cheville de Kylian Mbappé. Mbappé quitte ses partenaires, donnera des nouvelles rassurantes dans la soirée. Je vais bien, c'est juste un coup, c'est pas grave. Pour dire que ces contacts-là, il y en a eu pas mal. Ils ont été nombreux lors de cet petit entraînement. Choc aussi entre Dembélé et Pogba, Nzonzi Giroud, Fekir Thauvin. Il y a eu donc un entraînement musclé. Est-ce pour vous un bon ou un mauvais signe en vue du match contre l'Australie? Les contacts là, la maillotche. Franchement, dire que c'est un bon signe parce que ça veut dire que les gars sont motivés, c'est juste inquiétant quand vous êtes à la veille de la Coupe du Monde de vous dire qu'il peut y avoir un tacle comme ça sur Kylian Mbappé. Franchement, bon, il y a de la réussite, il n'est pas blessé gravement, heureusement. De toute façon, on peut se blesser tout seul aussi au foot sur un mauvais appui. Mais quand on voit un tacle comme ça juste avant la compétition, moi je le vois pas comme un bon signe, je le vois juste comme une Et inquiétude. toi, tu trouves que c'est un tacle trop... Non, je trouve pas. C'est Sauf rien, que- je trouve. Exactement, Il y mais a eu beaucoup de petits n'importe quel contact peut être dramatique à l'ouverture d'une Coupe du Monde. Et comme je disais, même sans contact tout seul, tu peux te blesser. Je veux dire que c'est ça qui est inquiétant, c'est l'idée qu'un joueur comme Kylian Mbappé puisse rater la Coupe du Il ne Monde. faut pas non plus survendre le côté engagé des entraînements. Tous les entraînements des sélections nationales avant une grosse compétition sont forcément un peu intenses. Là, c'est pas un excès d'engagement ou je ne sais quoi. Ça ressemble à n'importe quel entraînement d'une grosse sélection. Bah, c'est pas un excès, Guillaume c'est pas un Dufy. excès d'engagement, mais bon, si jamais il est vraiment blessé, j'aurais voir la tête de Rami derrière. D'accord, mais on voit le tacle, il va pas le défoncer non plus, il va pas pour lui C'est quitter la vrai, jambe, tu vois, t'as c'est raison. pas... Pierre, je vous appelle Pierre Niga maintenant. Des mauvais pas mal. réflexes. Guillaume Dufy, moi je me souviens de vos paroles là, lors de la première partie de l'équipe du soir en disant en général, bon, les entraînements ouverts, ça ne donne pas grand-chose, c'est plutôt des entraînements spectacles. Vous avez été un peu, on va dire, peut-être surpris de voir ce niveau d'engagement de la part notamment de Rami Mbappé et puis d'autres également. Je reconnais bien Étienne le footballeur, dès qu'on le touche, il hurle. Ce n'était pas un gros tac, c'était juste un choc. Rami ne s'est pas jeté les deux pieds en avant pour tenter de récupérer le ballon dans les pieds de Mbappé. Oui, contrairement à ce que dit Pierre Maturana, tous les entraînements des Bleus ne sont pas aussi intenses. Et cet après-midi, je me suis régalé au même titre que mes collègues journalistes. On a vu de très belles choses, on a vu de l'intensité. Voilà, les trois équipes voulaient absolument gagner, vous les connaissez tous, ils détestent perdre. Et on a vu de très très belles choses. C'était pas agressif, c'était intense. Certaines fois, quand les joueurs ont voulu mettre le pied, ils ne l'ont pas retiré. Ce qui a causé chez Deschamps un léger agacement, qui a répété, comme je l'ai dit lors de la première partie, 1000 fois l'adverbe doucement, 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 doucement. Mais quel sens donner à ces petits matchs et à cet engagement? Il n'y a pas de sens? Il y a un sens? Oui, Éric Blanc. Non. Non, Guillaume. Commençons, Guillaume. Guillaume, est-ce qu'il y a un sens à donner? Un bon ou un mauvais signe? Peut-être que la tension monte. On est à 3 jours ou 4 jours du premier match. Il y a une envie d'en découdre et les joueurs sont plutôt impatients. Et encore une fois, quand il y a ce genre de petit tournoi amical, ils ont envie de gagner, ils se chambrent. Celui qui perd doit en entendre parler pendant 1 ou 2 repas. Ils détestent ça, la défaite. Et ce que j'ai vu cet après-midi, j'ai trouvé ça génial et agréable. Et j'espère que durant la Coupe du Monde, j'aurai l'occasion de revoir ce genre de séance d'entraînement. Hier... Pardon. Ouais. Moi, je trouve ça assez rigolo. Parce qu'on n'arrête pas de dire... Vous, c'est drôle. Enfin, ça... Non, mais je trouve ça rigolo de voir qu'à chaque fois, c'est l'horreur pour certains joueurs s'ils perdent un match à l'entraînement. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit l'horreur s'ils perdent un match en compétition ou même en match amical, quand ça compte.
Parce que quand je les vois... Non, je sais pas, je vois pas ça. Je vois pas ces attitudes. Moi, j'ai envie de voir ces attitudes. Même si c'est les États-Unis, et que pour moi, c'est pas grave de faire un mauvais match et tout ça, on verra. Mais j'aimerais voir d'autres attitudes. Et là, l'entraînement, ils font les marioles parce qu'ils ont peur qu'ils se fassent chambrer au repas d'après. Il faut arrêter les plaisanteries. Ce qui compte, c'est les matchs sur le terrain. Hier, en conférence de presse, Didier Deschamps a dit ceci. Il y a eu un échange avec un journaliste. Regardez, c'est très court. Est-ce que vous avez votre 11 de départ la question. Oui, mais vous attendrez pour le savoir. Donc vous l'avez en tête, là, déjà? Oui. Donc, à mon avis, il y a peu de joueurs qui sont au courant. Donc, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on met de la gomme à l'entraînement. Non, les joueurs, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils lisent quand même ce qu'on écrit. Et on écrit à peu près tous les jours dans tous les journaux, et notamment dans le nôtre, quel sera le 11 de départ. Je veux dire, franchement, il n'y a aucun doute dessus. Donc, les joueurs, ils n'ont pas de doute. Mais bien sûr. Ah bah oui, c'est différent. Tu sais, avant ces entraînements, c'est cette tension, comme à la SNCF, entre les cheminots et les cols blancs. Ça veut dire, tu as le smicard, le poinçonneur de Clairefontaine, Rami, qui se dit peut-être une place à jouer, contre le playboy de l'attaque française, je plaisante, notre ami Mbappé. Et c'est normal, et puis c'est pas la kermesse où tu redonnes des points en fin d'année, c'est quand même une Coupe du Monde, tu as 3 jours d'un match, et déjà en rugby, c'est plus souvent le cas qu'il y a des tensions, des plaquages, et tu peux entraîner des blessures, et là, faut pas aller à ce point-là, mais tu peux pas non plus faire des entraînements bouglione, pain d'air, plus de tac, plus rien, etc. Et enfin, tu dois être quand même dans la compétition, et c'est déjà arrivé dans toutes les sélections nationales que des fois ça frotte, et autrement que ces petits chocs. Gilles, j'aimerais avoir votre commentaire. Vous n'avez pas forcément voulu prendre la parole ou je ne l'ai pas donné? Non, vous ne me l'avez pas donné, mais c'est pas grave. Et comme je suis discipliné, j'attends mon tour. Et maintenant, c'est à vous. Je fais pas comme ça. Essaie de vaincre ta timidité. Voilà. toi, par contre, il y a longtemps que tu as vaincu. Mais comme c'est ton émission, je suis obligé d'attendre. Dans la deuxième partie, vous pourriez lui pincer un moment, lui pincer le genou droit. C'est tout ce que je peux pas lui pincer. Juste une petite pincette. Non, je peux pas lui pincer. Il va tomber. Il a des jambes à prendre un bain de pied dans un fusil à 2 coups. Je peux pas. Non, mais moi, ça me gêne pas. Il y a un peu de tension. Je suis Amérique. La compétition arrive, le jour joué arrive, c'est un peu chaud. Un peu chaud? Non, même pas. Je pense qu'il se rentre un peu dedans, mais dans les règles de l'art, voilà. Moi, ça m'inquiète pas. Non, mais un coup de trompette de temps en temps, ça fait quand même du bien. Ou ils sont dans un sac de couchage, ils se dorlotent, ils chouchoutent et il n'y a que du corporate, ou à un moment donné... Excusez-moi, donc vous ralliez... Non, mais moi, je parle pas du tacle, ça c'est rien. De la tension, tu sautes, un coup d'un retardement, enfin, à un moment donné, tu t'engages, puis tu as envie de dire à Deschamps, coucou, je suis là. Parce que si tu dois aller à la niche, bien sûr, on n'a pas parlé des 23, les joueurs de clarinette, vous avez dit, est-ce que c'est plus important d'avoir une bonne équipe que d'avoir des mecs... On a une phrase de Florian Thauvin, si vous voulez, aujourd'hui dans Le Parisien. Il est important d'avoir des joueurs qui ne font pas la gueule, ça c'est un petit peu le statut du remplaçant, le guide du remplaçant. De l'extérieur, on ne se rend pas compte, mais quand 23 individus vont passer plusieurs semaines ensemble, du matin au soir, comme c'est notre cas pendant ce mondial, il est primordial de bien s'entendre, ça crée ensuite une énergie positive. En fait, est-ce que Florian nous sert un truc, discours qu'on a envie d'entendre? Non, mais c'est une réalité. VRP du sourire le matin au petit déjeuner, même quand t'es plus dans l'équipe. La miricorée, quoi. Non, mais c'est la vie. Et c'est sûr qu'il... Bon. Fini. C'est Harry Corée, c'est pour toi, pas pour moi. Tu vous considères comme un remplaçant. Je vous considère comme le coiffeur de l'équipe du soir. Non, je croyais que j'étais à côté de Bertrand. L'important, c'est que l'émission soit souriante avec toi. C'est pas plus sympa, Eric. Je croyais que c'était Bertrand. Je lance la pub, il y aura une explication terrible à la pub entre Pierre Maturana et Eric Blanc. Regardez, il s'excuse déjà. Le coin. C'est là. T'amènes des fleurs? L'équipe du soir, encore une demi-heure de direct. Beaucoup de choses à vous dire autour des Bleus, en compagnie de Sébastien Tarago, en compagnie d'Étienne Moati, en compagnie de Gilles Favard, d'Éric Blanc et de Pierre Maturana. Et de Guillaume Dufy, notre envoyé spécial du côté du QG des Bleus à Istra. Un petit plan peut-être sur Guillaume, il est là, il est prêt, voilà. Voyons, voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas la pluie qui s'invite dans son duplex. Les 3 informations essentielles de cette journée.
Adieu Sidibé, point d'interrogation. Information l'équipe du bol Sidibé pourrait être forfait pour la Coupe du Monde. Le joueur ne s'est pas entraîné avec ses copains bleus, mais à part depuis son arrivée en Russie. Il souffre du genou, un genou douloureux depuis sa lésion au ménisque droit lors de la défaite face au Paris Saint-Germain en championnat le 15 avril dernier. Une frayeur aujourd'hui à l'entraînement sans conséquence pour Kylian Mbappé. Tacle en retard, vous allez le voir, d'Adil Rami sur la cheville de Kylian Mbappé. C'est un document ESPN, comme c'est le sigle vous l'indique sur ces images. Mbappé quitte ses partenaires, donnera des nouvelles rassurantes un petit peu plus tard. Je vais bien, c'est juste un coup, c'est pas grave. Un après-midi quand même où l'entraînement a été musclé. Choc également entre Dembélé et Pogba, Nzonzi contre Giroud, Fekir Thauvin. Un entraînement musclé, logique. C'est l'avis de la majorité des chroniqueurs de l'équipe du soir à 4 jours du match contre l'Australie. Et puis des informations mercato du côté de l'Espagne avec Lemar qui jouera à l'Atlético Madrid la saison prochaine. Information l'équipe et Damien Degord. Les deux clubs sont tombés d'accord. L'Atlético va racheter ses 2 années de contrat. Sachez qu'Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético Madrid, avait déjà contacté l'été dernier Thomas Lemar. Et puis Lopetegui, donc juste après le mondial, passera de la sélection au Real. Lopetegui devient le remplaçant, donc le successeur de Zinedine Zidane. Le prénom de Lopetegui, avec l'accent qui vous caractérise, c'est... Ah non, c'est pour vous. Roulen. Bravo. Roulen Lopetegui. Je vous remercie. Passons à présent au feuilleton Griezmann. Hier soir, je vous annonçais avec fierté qu'Antoine Griezmann était en conférence de presse. Ah, on se disait enfin la fin du feuilleton Griezmann, le Barça, l'Atlético, il a enfin choisi Grisou. Malheureusement, on n'a rien appris. On est au début de la conférence de presse, Griezmann entre, la suite, c'est très court. Oui, mais ça paraît facile, mais voilà, prendre des décisions... C'est compliqué. Voilà, moi, ça fait 3 mois que je suis comme ça. Donc voilà, maintenant, je suis habitué. Et comme j'ai dit, je suis assez tranquille et focalisé sur ma Coupe du Monde. Et la décision a été prise, mais comme j'ai dit, c'est pas le moment ni l'endroit pour le dire. Bonjour. Bon, comme je vous l'ai dit, Antoine va faire une petite déclaration préalable en français et en espagnol. Et après, on passe à l'équipe de France et à la Coupe du Monde. Donc si vous levez la main pour poser des questions en dehors de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, on passera systématiquement à la suivante. Antoine, c'est à toi. Je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ça ne sera pas aujourd'hui où je vais donner ma décision. Bon, Griezmann, le feuilleton continue. Question, sa com est-elle catastrophique? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Oh là là, oui, le dernier coup de poing a été dur. Oui pour Gilles Favard, non pour Pierre Maturana. Gilles, oui, pourquoi? Vous avez 30 secondes. Parce qu'il est coutumier du fait. L'année dernière, déjà, il s'était mis d'accord, sans l'accord de son club, avec Manchester United. Tout le monde pensait qu'il allait aller à Manchester United. Il a tourné kazakh au mois de juillet, ce qui lui a valu, ou au mois d'août même, ce qui lui a valu d'énormes désagréments avec les supporters de son club. Là, il recommence. On est en pleine Coupe du Monde. Il continue. Donc moi, un joueur qui théoriquement ne sait pas où il va aller jouer et qui ne peut pas le dire à 3 jours du début de la Coupe du Monde, je ne vois pas comment il peut être serein. Donc je suis très inquiet pour sa performance. Pierre Maturana. Catastrophique, je trouve ça un peu fort par rapport à l'année dernière. Il a fini meilleur joueur de l'Atlético cette saison finalement. S'il y a bien un joueur sur qui ce genre de pression ou de choses, de feuilleton ne marche pas trop, je trouve que c'est Griezmann, tant sa com est lisse à côté, etc. Je pense que ça laissera quasiment aucune trace. Et très honnêtement, en préparation, j'ai pas senti un joueur complètement pris par cette affaire. J'ai l'impression que ça l'atteint pas du tout. Et il en joue un peu. Je pense que ça peut être frustrant pour les 2 clubs et un peu pour les supporters, mais pour les journalistes, mais à part ça, je vois pas de soucis pour nous. Ok, Pierre, Gilles ou Pierre, compte Twitter de l'équipe du soir, c'est au sujet de sa com et de ce feuilleton qui s'éternise. Sébastien Tarago. Je vois le regard de Gilles Favard, je suis inquiet. Il est inquiet? Non, je suis inquiet. Ah, vous êtes inquiet? Je ne veux pas
Non, je suis embêté, Gilles, parce que je peux pas être d'accord avec Pierre sur ce qu'il dit. Quand il dit l'année dernière, les 3 premiers mois, il était à la rue. D'accord, mais et depuis 2 mois, il est à la rue. Vous allez on va dire les choses. Non, les 3 derniers matchs, il a 4. calmez-vous, Voilà. les amis. Donc, les amis, on va me dire qu'il. c'est mon temps de parole, c'est mon émission. Ça passe, Faites gaffe parce que le dernier qui avait dit ça, c'est son péril du ménisque. S'il vous plaît, Mais moi, je écoutez, joue plus au foot. Non, mais Sébastien, arrêtez de brancher Gilou aussi. Voilà, Non, mais je suis embêté parce Président, que Gilles, allons-y. je suis embêté, Gilles, parce que tu n'as pas vraiment répondu à la question. Et la question, c'est sur la com. C'est pas sur le niveau de jeu, c'est pas sur. Et sur la com, je la trouve catastrophique parce que personne ne lui a demandé de dire il y a quelques jours. Je vous donnerai ma réponse et j'aurais décidé, je vous donnerai ma réponse avant la Coupe du Monde. Et de cela découle un feuilleton. Il se retrouve désormais à venir en conférence de presse et à devoir s'expliquer là-dessus. Et c'est ridicule parce que ça crée une espèce de petite tension. Il y avait une petite tension en conférence de presse aujourd'hui quand Griezmann est venu. Le pauvre Philippe Tournon était agacé parce que les journalistes essayaient quand même de poser des questions. C'est le chef de presse, c'est le monsieur qui est à côté, vous savez. Et du coup, ça crée une tension inutile. Et donc, en cela, sa communication est catastrophique. Après, quelle sera la conséquence de cette communication? Je ne vais pas là-dedans. Mais en tout cas, oui, sa communication est catastrophique. Mais je vais mettre un bon match nul parce que... Ok, match nul entre Gilles et pas répondu et Pierre Mathurin. Guillaume, vous confirmez cette petite tension qu'il y a eu aujourd'hui au point presse lorsque Griezmann est arrivé. Gilles, je vais vous avertir, je suis désolé, pas sur mes lancements, je supporte pas. Sur les autres, oui, mais pas sur les siens. Guillaume. Oui, je vous entends. Ah, vous n'avez pas entendu ma question? Non, Sébastien disait que ça avait créé peut-être ce feuilleton-là aujourd'hui en conférence de presse, un petit point de tension. Vous étiez en conférence de presse, vous nous confirmez l'impression qu'a eu Sébastien? Oui, il est vrai qu'il y a eu quelques moments épiques, tendus, durant la conférence de presse de Griezmann, qui au début a dit qu'il n'avait pas forcément choisi, c'est pour cette raison qu'il ne donnerait pas de réponse, et puis à la fin, en concluant sur la dernière question, il a dit que finalement il avait choisi, mais que c'était pas forcément le moment de donner sa réponse. Pour en venir sur la com, moi je trouve qu'elle est catastrophique quand il parle de son avenir. Quand il parle d'autre chose, elle est plutôt bonne. Et il est coutumier du fait. Je vais jouer les vieux combattants, mais j'avais été envoyé il y a très longtemps à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Colombie en 2011. Et au bord de la piscine d'un hôtel de Cali, Antoine Griezmann avait accordé une interview en disant « Je veux absolument partir de la Real Sociedad pour l'Atlético Madrid ». Il avait vraiment affirmé haut et fort sa volonté pour finalement, 3 semaines après, dire le contraire et décider de rester à la Real Sociedad. Donc dès que ça concerne son avenir, il a l'air de perdre un peu ses moyens, alors que quand il s'agit de parler de jeu ou du leadership, ce qu'il a fait très bien aujourd'hui en conférence de presse à Istra, il est plutôt bon. Référence, Sébastien, à Nice, lors du match contre l'Italie. C'est Pierre Niguet qui tente d'avoir un petit truc, une petite info sur son feuilleton. Écoutez cet échange, c'est très court, mais il le répète. Hein. Écoutez-le. Antoine, est-ce que tu sauras l'avenir avant le début de la compétition comme tu le désirais? Ouais, je désire ça, donc ouais, ça sera fait. Avant la compétition? Ouais, c'est bientôt, hein? Ouais, c'est bientôt. Voilà, avant la compète, donc c'était contre... 2 jours. Oui, non, il n'y avait pas 2 jours, c'était la semaine d'avant. Moi, je rejoins Seb. Sa com, elle est aussi mystérieuse que celle de Vauquiez, et son discours aussi transparent que l'avocat Poutine. Donc, il dit rien. Et alors, où il y a un problème de gros sous, et je peux me dire que l'Atlético, qui fait le forcing pour lui donner 20 millions, au lieu des 14 millions de salaire qu'il aurait au Barça, au-delà de faire allégeance à Messi, on ne va pas rentrer dedans, et peut-être l'arrivée maintenant de Lemar, le nouveau souffle, où peut-être son entraîneur Simeone veut repartir de l'avant et il lui donne des garanties peut-être de jouer un peu plus au ballon, on va dire, même s'il joue déjà très bien au ballon, il ne faut pas réduire l'Atlético de Madrid à des coureurs à pied. Et là, il a braqué, marche arrière, et il est reparti. Parce que pour moi, c'était fait. J'ai des amis catalans, ça fait 4 mois pour eux, c'est entériné. Non mais il va me chambrer encore avec le chiroppracteur. Mais non, messieurs, on vous surnomme Sergi Pamiès. Non, mais on vous surnomme. Sois témoin. On vous surnomme. Tu l'as interviewé, c'est un ami d'enfance. On vous surnomme. Mais bon, Tonton pour Peña. terminer là-dessus. Ah, vous n'avez pas terminé. Non, je pensais que vous aviez terminé. Sur le Barça, tout le monde. Sur le Barça, il n'a jamais terminé. Mais là où il y a un souci, c'est que si il reste à l'Atlético,
Il devrait rassurer ses supporters, le dire à tout le monde, envoyer un message, même pour le recrutement. Donc moi, je me dis qu'il va partir. Guillaume, je vois, vous faites des grands gestes à Istra. Pour moi. Oui, deux petites choses. Samedi, après Lyon, toujours au micro de Pierre Niguet, Antoine Griezmann a réaffirmé sa volonté de se décider avant la compétition. Il devait le faire cette semaine. Il l'a répété le lendemain sur le plateau de Téléfoot. Et les journalistes espagnols qui sont venus ce matin pour la conférence de presse, quand ils ont débarqué dans la salle, étaient tous persuadés que Antoine Griezmann allait annoncer sa prolongation de contrat à l'Atlético de Madrid. Et aujourd'hui, ils sont plus dans l'incertitude et ils pensent que peut-être qu'il a finalement décidé de franchir le grand pas et de rejoindre le FC Barcelone. Donc tout le monde est dans un flou absolu et total. Oui, Sébastien. S'il a décidé, s'il a vraiment décidé, on ne sait pas avec lui. La seule explication logique, c'est qu'il ne veut pas mettre le bazar entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone et qu'il faut attendre le 1er juillet que sa clause passe de 200 millions à 100 millions d'euros. Mais ça serait la seule explication logique, la seule. Sinon, il n'y en a pas d'explication logique et c'est possible. Donc, Étienne, l'option d'achat est actuellement de 200 millions. Attendez, il ne leur fait pas le coup de Zidane. Ils le savent, les dirigeants. Il faut être sérieux. Ils ne vont pas attendre le 1er juillet. Après, il y a le juridique. Eric, laissez parler Étienne. Non mais sa com, elle est évidemment catastrophique parce que quel besoin il a d'en parler. Quel besoin il a d'en parler. On peut comprendre qu'il soit hésitant, on peut comprendre que ce soit compliqué éventuellement d'annoncer une décision, quelle qu'elle soit, le fait ou de de rester à l'alimenter. l'Atlético ou de partir au Barça. Il est tellement simple. Bon, ça le rend plutôt sympathique, mais il serait tellement simple qu'ils disent « Voilà, je suis avec l'équipe de France en Coupe du Monde, je ne réponds pas à des questions sur mon avenir, on verra ça en temps voulu, point à la ligne. Et ça clôt, et on n'est pas en train d'en parler parce que là-bas en Espagne, ils sont comme des fous avec cette histoire. Qui gagne? Est-ce que c'est Gilles ou est-ce que c'est Pierre? Il y avait un débat. Ah, on dit Gilles. 59%. Quand c'est pas Tarago qui vote, je peux pas perdre. Si ça te rassure que les internautes votent pour toi. On a parlé pépette, on a parlé évidemment carrière, on a parlé transfert, mais on n'a pas parlé, et c'était Guillaume Dufy qui nous avait alerté sur un joli geste aujourd'hui à l'entraînement d'Antoine Griezmann. Regardez, son pied gauche est toujours au rendez-vous avec cette petite frappe qu'on vous a mise. Il arrive dans le champ, voilà, regardez cette petite frappe en rupture, qui est magnifique. C'est typique d'un joueur qui est sous pression d'un transfert et qui ne peut pas. Ça va remonter. Ah, ça, c'est typique du gars qui a perdu un duel et qui veut avoir raison, mon Pierrot. Ah, il reste 48 heures pour qu'il le dise. Ouais, c'est en magnifique. fait, la question n'était pas l'incertitude autour de Griezmann va-t-elle peser sur ses performances. Un gardien, il ne le prend pas. Bon, Pierre, ils vont vous ramasser. Faites profil bas. Sinon, on appelle Bertrand. Ah, mes amis. Il y avait un match ce soir. Ça fait un match à la U Arena. J'attendais les notes. Nous, on a regardé. Il y avait un partout. Alors, score final, c'est 3-2. Vous avez... Alors peut-être Étienne et peut-être Eric. Non mais fermez Étienne, il a les yeux, regardé le match. Étienne a regardé. Étienne, il a regardé. Il a regardé? Oui. Je suis payé pour ça en même temps. Voilà, il a regardé. France 98, victoire 3-2 contre FIFA. À la 8e minute, c'était un véritable coup de froid dans cette U Arena. Stokovic pour m'orienter. Je me suis mis à trembler à ce moment-là. C'est pas vrai, on va pas le perdre ce match. Et puis une 2 Zidane Henry pour une égalisation. C'est la première fois qu'ils se font une passe. Ça marche. Non, la deuxième. La deuxième. Coup franc de Zidane, poteau rentrant. Erreur. Le gardien l'a laissé marquer. Erreur de Bernard Lama. Mendieta intercepte de partout. Il a vu Lloris. Puis à la 67e minute, c'est un coup franc détourné de Vincent Candela. Voilà. 3-2. Voilà. Vous avez vos raquettes, on va faire les notes de l'équipe du... Non, pas du tout. Ok. Non, mais franchement, c'était plutôt sympa, non? Oui. Non, c'est long. Sincèrement, c'est long. C'est vrai que moi, on regarde. Il y avait une curiosité, on l'a dit au début, pour regarder un peu l'avant-match. Regardez, vous regardez le match, regardez Étienne. Étienne, vous avez dit que vous appuyez. Mais je dis que j'ai regardé. Et là, celui qu'on voit pas, c'est Sébastien. Il n'y a que Blanc et moi qui sommes Sébastien. Mais moi, j'ai vu la demi-finale des championnats du monde. Je vous regardez vous. Des moins de 20 ans, à Perpignan. Il faudrait un peu plus de rugby sur cette chaîne. On parlait d'émotion, visiblement, puisqu'on était arrivé en plateau. Voilà, il y a eu un petit moment d'émotion avec Lisa Razou au micro de nos confrères de TF1.
C'est le seul intérêt de ces matchs-là, et c'est très bien. Si les gens ont vécu cette émotion qui avait l'air totalement sincère de Lizarazu, qui était content d'avoir fait ce match-là, c'est réussi. Ah, ça veut dire qu'il a eu tort ou pas là, vous parlez du Tarago couramment ou quoi, Gilou? Non, Hein C'est un peu trop dur pour Gilles de prendre... il est pas bon. France-Australie samedi à Kazan. Les Bleus débutent leur mondial à en croire Alain Bogossian que Justine Barraud a rencontré hier. Ce match contre l'adversaire le plus facile est capital. Pourquoi? Réponse d'Alain Bogossian. Il faut toujours que le premier match soit un match référence, c'est-à-dire avec un résultat positif et surtout une victoire, ça serait essentiel pour se lancer dans la compétition. Voilà. Mondial réussi pour les Bleus. Réponse dès samedi. Le théorème Bogossian. Non, c'est exagéré. On parle de 2006. Oui, mais enfin, bon, 2010, l'Espagne. T'es pas obligé de te retrouver dans la situation de 2006 où je crois que tu dois quand même gagner le 3e match 2-0 contre le Togo. Voilà, par 2 buts d'écart. C'est vrai que dans une compétition comme ça, si tu démarres avec une victoire, je dirais même quel que soit le genre, la manière, etc., tu te mets en position favorable. C'est mieux qu'avec une Tu défaite. te mets en position favorable, tu peux faire tourner, etc. Il y a quand même un intérêt évident et mathématique et au niveau de l'état d'esprit. 2006, vous me rappelez un petit peu le programme des Bleus? Ça commence par la Suisse. C'est 0-0 Corée contre du la Sud, Suisse, non? ouais, Corée du Sud un partout, Voilà. et Togo. 0-2. Là, ce groupe-là, c'est l'Australie, Pérou, Danemark. De faire une contre-performance, soi-disant, on va dire, contre l'adversaire le plus facile du club, est-ce que c'est déterminant? Non, mais Étienne a évidemment dit quelque chose de sensé et de logique. C'est mieux de commencer par une victoire que par un match nul ou une défaite. Merci. Mais après, sur l'importance du premier match. Mais tu sais que même si un truc est évident, c'est important de bien. On va pas dire. Tu vois, on pourrait essayer de faire le mariage. Il ne faut pas juste dire le contraire de ce qui est justement. la raison, mais je suis en train de te donner raison. Et donc le fait est que ce serait préférable. Mais on ne peut pas dire qu'une contre-performance, par exemple avec un match nul, condamnerait forcément l'équipe de France. C'est juste ça. Pierre Maturana. Il y a plein d'exemples dans l'histoire de la Coupe du Monde. Tu prends 2006, mais l'Espagne commence 2010 par une défaite. Si tu remontes plus loin, je crois que l'Italie en 92 va faire des matchs nuls. C'est contre excusez-moi, enfin entre le contenu du match de l'Espagne contre la Suisse, où il y a eu je ne sais plus combien de tirs, par exemple, où il y a une possession. Il y a un groupe dans lequel le premier match est important, c'est celui de l'Espagne-Portugal. Parce qu'on sait qu'au deuxième match, vu que c'est un peu plus serré, on a l'impression que c'est plus serré entre Portugal, Maroc, etc. Ça peut être décisif dès le deuxième match. Là, un groupe plus faible, tu as tendance à te dire... Attends, un groupe plus faible. Il faut quand même... Attends, non, mais là, ça devient juste magnifique. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas vraiment d'incidence. C'est-à-dire, si tu perds, tu fais match nul contre l'Australie, parce que derrière, c'est des petites équipes. Derrière, tu joues Pérou et tu joues Danemark. C'est pas facile. C'est-à-dire que tu es déjà en difficulté, rien que pour la qualification. On a retrouvé Étienne Moati dans cette dernière partie, mais Pierre va finir son raisonnement. Mais tu vois, en 2006, ce qui est dommageable, c'est que le deuxième match, effectivement, aussi, tu le rates. Là, c'est dommageable. Tu peux rater ton premier match, ça arrive, c'est pas très grave. En revanche, tu prends un groupe comme l'Espagne. C'est rarement bon signe quand même. C'est rarement bon signe avec une équipe très jeune comme ça, parce que tu parles de l'équipe. Tu vas pas gagner la Coupe du Monde. Tu parles de l'équipe de 2006. La phrase est ridicule. Tu vas pas gagner la Coupe du Monde parce que tu as battu l'Australie. Tu as pas un mondial réussi parce que tu bats l'Australie. Ça évidemment que non. Mais à l'inverse, l'inverse c'est pareil. Non, à l'inverse c'est pas pareil. Bah non. Ça veut pas dire la Suisse. Il y a un groupe. C'est pas Pierre. C'est pas parce que t'es pas champion du monde si tu bats l'Australie qu'il n'y a pas de souci si tu la bats pas. Non, au contraire, si tu la bats pas, il y a un souci. Avec un groupe jeune comme ça, tu parlais de 2006, en 2006, tu as des tauliers qui sont là pour aller faire le résultat qu'il faut, rien que pour passer donc, le premier tour. Aujourd'hui, si tu te retrouves à un match coup près contre le Danemark avec cette équipe extrêmement jeune, je pense que tu peux avoir des soucis. Alors, Guillaume Dufy, à Istra, et après on ira voir Eric Blanc. Guillaume, à vous. Vous voulez savoir quoi? Ce que j'en pense? Bah oui, mon Guillaume, là, on me dit qu'il faut que vous passiez la parole parce que vous faites des gestes. Non, mais... Alors arrêtez de faire ce numéro de cabot, non, mais mon Guillaume. tout a été dit, mais si... Non, mais je ne fais pas le cabot, mais comme il n'y avait pas de questions très précises autour de ce débat passionnant, évidemment qu'il faut gagner le premier match, c'est capital, parce que si vous gagnez le premier match, vous êtes qualifié pour le 8e de finale, qui est l'objectif premier de cette compétition. Vous gagnez l'Australie, vous serez en 8e de finale. Donc évidemment qu'il faut réussir ce match. Après, peu importe. Je me souviens des déclarations de Didier Deschamps et de Hugo Lloris en 2014, juste avant les matchs du premier tour. Peu importe la manière, c'était-il obligé de répéter tout le long des conférences de presse. Donc il ne faut pas trop s'occuper de la manière aussi ici, mais plutôt du résultat.
Didier Deschamps dans France Football déclare ceci, le premier match, il est très important. C'est du jour. Il ne te garantit rien pour la suite si tu gagnes, mais il peut te positionner idéalement. Et là, il y a un truc, il conditionne souvent le reste. Il y a l'idée de la dynamique. Non, juste une chose, on a compris ce que voulait dire Guillaume, mais 3 points, t'es pas qualifié pour autant. Mais si tu dois partir en trombe comme un cochon et terminer dans le pâté, ça sert à rien, d'accord ? Donc il y a eu l'Espagne en 2010, les Portugais ont très mal démarré avec que des matchs nuls à l'Euro, et ils sont... Alors, bien sûr, il a tout dit, Étienne, vaut mieux, mais ce qui compte, c'est la fin, d'accord ? Voilà. Excusez-moi, mais... on scrute l'équipe de France, on scrute le moindre fait et geste. L'équipe de France sort d'un match amical contre les États-Unis. Imaginons qu'il y ait une autre contre-performance, un match nul, voire une défaite. Sur la dynamique, ça pourrait être plutôt problématique, non ? Franchement, une défaite contre l'Australie sur le premier match, je pense que la dynamique, elle en prendrait un coup. Si ça inquiétait personne autour de la table de démarrer avec cette équipe jeune par une défaite face à l'Australie, qui est quand même pas un foudre des guerres, de se retrouver sous une pression terrible, alors que l'objectif, c'est au moins la demi-finale, et d'être déjà en position de ne pas passer le premier tour, avec une équipe jeune, où c'est que des gamins totalement insouciants et où il n'y a pas de leader, ça ne vous inquiète pas, moi un tout petit peu quand même. Non, mais t'as raison, ça serait compliqué, mais après, vous allez écrire, allons enfants de la patrie, tout le monde sous les drapeaux, il faut gagner, et peut-être qu'on repart comme en 14. Ça fait longtemps qu'on fait plus du journalisme comme ça, mais bon. Mais ça serait ça, parce qu'on banderait, on serait excité. Tiens, allez, qui perd le premier match, et qu'on ait la tête sur le billot, une pression si ça te fait rebonder, allons-y. Les genoux, il n'y a plus de genoux, il n'y a plus de hanches. On a dormi toute la soirée à 23h51. Et ce que j'aime, c'est qu'on mettrait une équipe d'attaquants, on serait obligé de bousculer les codes, les joueurs. Ça serait beau. Perdez le premier match. Eric, en tout cas, Étienne Moati, toujours en formation continue, arrive un petit peu à acquérir un peu plus de vocabulaire que dans ses papiers, c'est très bien. On va juste saluer, faire un gros bisou à la DUF. Voilà, Guillaume, vous étiez en train de faire des signes. Oui, on va vous dire au revoir. On ne vous donne plus la parole car on n'a plus le temps. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. On vous embrasse et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Quiz à présent de l'homme du soir, c'est Djibril Sidibé. Quel numéro porte-t-il chez les Bleus ? 15. 15. Le plus près, 12. 12. 17. 17. C'est le 13, non ? 14. 14. Il a dit le 17. Gilles, vous gagnez 19. Combien de sélections a-t-il ? 16. 16, 18. 21. 21. 22. Non. 16. C'est vous 16 ? Oui, 16. C'est 17. Oh. Tu es sur le 17 pour Gilou. À quand remonte sa première sélection ? C'était en septembre quoi l'année ? 2013. 2016. Bonne réponse de Sébastien Tarago. Quand c'est pile, ça compte double. 2016. 2016. Ouais, mais il a dit avant vous. Il y a un an pile, il a marqué son seul et unique but en équipe de France. Mais contre qui ? Contre quelle équipe ? Il y a un an pile. Un an pile. Un amical ? Angleterre. Angleterre, bonne réponse du chef Chaudard. Enfin, combien de clubs professionnels a-t-il connu ? 3. 3. Quand c'est pile, ça compte triple. C'est 3. 3. Lille et Monaco. Mais ça ne suffit pas. Aïe, 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 c'est Sébastien qui nous rince ce soir, mes amis. Vous avez soif, Gilles ? Ah oui. Oui, vous, de toute façon, c'est pour vous. Et puis je vais mettre mon genou dans un bain de bière. La une de l'équipe. Je vais boire une fontaine, c'est lui qui paye. La une de l'équipe, regardez, c'est un coup de chaud avec ce petit incident, sans gravité en tout cas. C'est ce que nous disait Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. On vous embrasse, on vous dit à demain. On sera là. À demain.